Et bonsoir à tous. Bon, je suis un peu intimidée d'être là. C'est ma première fois sur une grosse visioconférence comme ça sur Zoom. Hem, donc voilà, donc Nadia Moran, je suis, sexologue clinicienne. Je pro je suis formatrice également, et superviseuse. Et donc je suis ravie de pouvoir parler, de ce sujet ce soir, avec vous. Heu et voilà, n'hésitez pas donc tout au long de la présentation, enfin voilà, à à à intervenir éventuellement, à poser des questions si jamais. On aura des temps, heu, pour échanger au milieu et puis un temps un petit peu plus long, tous ensemble et voilà. Encore merci, Axel et Senslab pour cette, merveilleuse rencontre. Avec grand plaisir. Alors, je vais lancer mon partage. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, ça marche. Ça marche, super. Merci. Donc voilà, donc ce soir, l'idée c'était de vous parler un petit peu de santé sexuelle et de soins et de la place de la santé sexuelle de manière générale dans le soin. Et puis de pouvoir, voir ensemble comment, c'est possible de développer à la fois sa confiance et son éthique pour accompagner les personnes. Alors au départ, on va dire de ce chemin, l'idée c'est vraiment de partir des personnes et donc là, pour ce soir, la première personne, ça va être, soit la soignante, hem, dans la rencontre avec la personne qu'on accompagne et en fait, en tant que soignant, il y a vraiment, ce truc où on arrive alors effectivement avec, notre expertise professionnelle, chacun en fonction de sa spécialité, à partir de son code de déontologie, qui est différent pour chaque métier. Très souvent, le code de déontologie, on le connaît assez bien et puis, ça fait office de loi. Ce code de déontologie est en plus dans un cadre légal, national, international aussi et puis parfois, il y a une chose qu'on peut un petit peu moins fouiller, ça va être la partie éthique. En fait. La partie un petit peu plus fluide et la partie qui est vraiment, humanisante, on va dire. Hem, il peut y avoir un petit peu plus de voilà, de souplesse et de rapport avec la réalité, avec laquelle on est. Mais en plus, la personne soignante, c'est avant tout une personne et donc comme chacun, ben, voilà, on va avoir, notre subjectivité, nos émotions, nos représentations, une certaine autonomie et cetera. Et donc on va rentrer dans la relation, soignant-soigné avec tout ça. De l'autre côté, en face de nous, heu, on a une personne soignée, heu, qui arrive, bah, avec la même subjectivité, avec les mêmes émotions, enfin pas forcément les mêmes justement, avec en tout cas une subjectivité, des émotions, des représentations, son autonomie et cetera. Mais aussi elle arrive avec ses propres expertises, avec à la fois l'expertise de soi, l'expertise sur sa propre vie, sur, voilà, sur ses compétences, sur son cadre, sur ses besoins, sur ses limites, sur ses envies. Et puis cette personne soignée, elle arrive aussi avec ses droits, donc ses droits en tant que ses droits et ses devoirs, hein, mais aussi ses droits en tant que patient et ses droits sexuels que nous avons tous. Du coup, ce qui est vraiment, il y a une chose qui est vraiment au cœur, que partage, tout le monde, soignant et soigné, c'est vraiment ces questions à la fois de subjectivité, heu, d'émotion, de représentation, d'autonomie. Et en fait, aussi bien soignant que soigné, ben, on va plus ou moins
être en contact avec tout ça et plus ou moins avoir de la conscience là-dessus. Donc là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir, explorer et mettre un peu la lumière là-dessus et aller un petit peu plus loin sur cette exploration. Du coup, tout à l'heure, je parlais, pour, heu, pour les soignants de cette question d'éthique et de déontologie. Donc je vais aller un tout petit peu plus loin là-dessus. C'est vraiment ce côté code de déontologie, qui fait loi, qui est assez, qui a un cadre, assez fort et puis un socle éthique. Donc je vous invite, à regarder un petit peu, en fonction de vos syndicats, professionnels ou de vos, des associations, professionnelles auxquelles vous appartenez, pour voir justement si, s'il y a bien les 2 en fait. Ou est-ce qu'on ne parle que de déontologie? Ou est-ce qu'on ne parle que d'éthique? Sachant que les 2 sont vraiment importants. Je vais aller un petit peu plus loin sur le socle éthique, c'est vraiment quelque chose qui permet de désactiver un petit peu des catégories, des stéréotypes. C'est quelque chose qui aide, qui peut être un levier, un soutien pour rentrer dans la relation soignée, en le prenant dans son unicité, dans son altérité et pas en restant, juste avec un stéréotype de soigné. Mais vraiment les 2 donc sont des contenants qui vont permettre vraiment de faire grandir l'un et l'autre. À la fois de proposer un regard accueillant, hem et de discerner, de formuler, de dépasser, heu, ce qu'a porté, le patient culpabilisé, sans culpabiliser soi ou sans culpabiliser l'autre. Alors je reviens sur un truc que vous connaissez sûrement par cœur, mais je pense que ça peut être intéressant de le revisiter de temps en temps. C'est, la fameuse définition de la santé, de l'OMS. Donc c'est une définition de 1946, elle n'a pas bougé depuis. Donc c'est vraiment la santé, c'est un état complet, de complet bien-être physique, mental et social qui ne consiste il ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Il y a vraiment cette notion que la santé, c'est vraiment une question de ressenti, en fait, de bien-être. Et c'est là où la question de l'expertise du patient, de l'expertise de l'autre est vraiment importante. Heu, au autour de cette définition, il y a des principes de base, qui ont été, rajoutés au fur et à mesure, au fil des années, par l'OMS. Parmi ces principes de base, Heu, il y a le fait que la possession du meilleur état de santé possible qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain, quelle que soit sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale. Hem, c'est un droit, c'est pas une obligation pour chacun d'essayer, d'avoir la meilleure santé possible, mais en tout cas, c'est un droit et on on ne peut que, voilà, aider et accompagner à l'accomplissement, de ce droit. À l'intérieur de ça, de cette définition de la santé, il y a la santé sexuelle, qui fait vraiment partie intégrante de la santé, en fait. Et la santé sexuelle, donc toujours définition de l'OMS, c'est un état de bien-être physique, mental et social dans le domaine de la sexualité. Donc qui requiert une approche positive et respectueuse de la sexualité et de relations sexuelles, ainsi que la possibilité d'avoir des expériences sexuelles qui soient source de plaisir et sans risque. Libre de toute coercition, discrimination ou violence. Cette définition, en 2 phrases, heu, elle me parle vraiment beaucoup. Il y a vraiment cette notion on n'est plus sur une approche de la santé sexuelle qui comme, ce qu'il pouvait y avoir il y a quelques décennies, où la santé sexuelle, c'était avant tout et d'autant plus avec, l'apparition du VIH/SIDA, heu, on est plus sur une approche de la santé sexuelle qui est, juste par rapport à prévenir les risques. Prévenir les risques de violence, prévenir les risques d'IST. Mais on est vraiment sur une approche positive et respectueuse de la sexualité.
Et comme ça fait vraiment partie intégrante de la santé, ça veut dire que nous, praticiens en santé, ou praticiens de santé, heu, on a une responsabilité vraiment à tenir ça, à tenir cette approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles. Après, c'est pas forcément simple. Comme on a vu, enfin voilà, on a chacun, heu, plus ou moins de facilité avec ça. Le fait de questionner sur la sexualité, quel que soit notre métier, hein, qu'on soit, médecin, kiné, sage-femme, infirmier, ou autre, et quelle que soit la spécialité. Le fait de questionner sur la sexualité, c'est vraiment quelque chose qui est important parce que ça fait partie de notre métier, en fait. Heu, la plupart du temps, pour 93 des patients et des patientes, ils considèrent que la question est la bienvenue dans un cadre, de soins. Après, pour les praticiens, c'est très peu ce questionnement sur la sexualité est très peu exercé. Les raisons qui sont invoquées sont souvent la peur de gêner les patients, le manque de connaissances du praticien et le manque de temps. Pour les patients, on pourrait se dire: «Bah, voilà, si les praticiens ne le font pas, bah, c'est les patients, qui vont prendre la responsabilité et poser la question sur la table», et en fait, la plupart du temps, les patients ne le font pas non plus, parce qu'ils ont peur de gêner le soignant ou parce qu'ils ont peur, enfin, dans une espèce de performance de relation soignant-soigné, ils ont peur que ça ne se fasse pas, qu'on ne puisse pas parler de ce sujet-là, à son médecin, son kiné, sa sage-femme, et cetera. Donc du coup, a priori, ben, voilà, on se retrouve un petit peu dans cette situation où, on se regarde un petit peu en en chien de faïence et personne ne pose la question, et ça, c'est pas terrible parce qu'effectivement, c'est une partie importante. On peut passer à côté de plein, plein de choses, à la fois sur, ce que vit la personne, heu, est-ce qu'on peut l'accompagner par rapport à des difficultés qu'elle pourrait vivre? Par rapport à des traitements en cours? Est-ce qu'un médicament a des effets, iatrogènes? Est-ce qu'il y a quelque chose qui, au contraire, va pousser à une automédication, à complémenter des choses? Enfin, tout ça, c'est des informations qui sont importantes. Mais aussi, il y a plein de symptômes qui vont être au niveau sexuel, qui vont être des signes, prodromaux, qui vont être des signes d'appel pour des choses, qui vont toucher, par la suite, d'autres systèmes. Donc c'est vraiment, quelque chose d'assez important. Donc maintenant, voilà, je voudrais voir avec vous, quelle est la place de la sé enfin, dans ce que vous avez, vécu, dans ce que vous vivez peut-être, s'il y a des étudiants, je crois qu'il y a pas mal d'étudiants aujourd'hui. Hem, cette question, c'est, voilà, quelle est la place de la sexualité dans votre formation initiale? C'est, voilà, combien de temps on vous en a parlé? Est-ce qu'on vous en a parlé déjà? Combien de temps? Qui vous en a parlé? Comment on vous en a parlé? Est-ce qu'on vous en a parlé avec, en vous apportant plus de stéréotypes, plus de préjugés, peut-être de la discrimination, positive ou négative? Hem, avec quelle fluidité on vous en a parlé? Est-ce que vous aviez l'impression que c'était quelque chose de très technique? Est-ce que vous aviez l'impression que c'était quelque chose de très tranquille? Heu et puis à quel moment de votre développement psychoaffectif qu'on vous en a parlé? Si vous avez fait vos études si vous avez commencé vos études à 17 ans, 18 ans, où est-ce que vous en étiez, vous, de votre propre sexualité pour aborder ce sujet-là? Ou pour aborder, pour être peut-être en contact, lors de stages avec, la sexualité, des patients? Donc l'invitation, c'est qu'on vous mette en petite, salle de 3, 4 personnes, et que vous puissiez donc, ben, voilà, prendre un petit temps pour vous présenter et puis prendre 2 minutes chacune pour évoquer, cette question de la sexualité dans votre formation initiale. Axel, est-ce que c'est bon pour toi? Oui. Ça marche, super. Donc ouais, ce qu'on a vu, c'est ouais, cette question vraiment de la formation initiale, Mmh.
de comment c'est abordé ou pas et est-ce que c'est abordé qu'à partir du prisme de notre métier? Enfin voilà, que du côté psycho pour les psychos, que du côté du corps, pour les physios, kinés, ostéos? Hem, est-ce qu'il y a quelque part une vision un petit peu plus globale ou en tout cas au moins entrevoir qu'il y a quelque chose d'un peu plus global de, biopsychosocial, vraiment par rapport à Mmh. cette question de la sexualité? C'est important et puis aussi, pouvoir, inviter les étudiants déjà dans la formation initiale à se poser la question du lien avec d'autres professionnels, Mmh. à la fois, ben, soit pour soi, pouvoir l'aborder, en supervision, et pouvoir aussi échanger avec, des professionnels, d'autres pratiques. Ouais, de pouvoir envoyer, les patients. Alors si on est à peu près tous revenus, je vais reprendre. Juste, comment c'était pour vous du coup dans les petites salles? Si vous pouvez mettre un petit mot dans le chat, sur cette expérience. OK, cool, très sympa. OK, bon, ça a l'air plutôt positif. Si, voilà, super, bon, c'est bien, super. Chouette. Et en plus, vous Bon, êtes, plein de professionnels différents, il y a plein de gens mmh de plein d'horizons, donc et plein de gens pas professionnels aussi, du ouais, coup, ouais, pour c'est qui ça. la question est peut-être un peu, Absolument. saugrenue, mais C'est vraiment tous les horizons et du coup, ça questionne aussi bien notre parcours professionnel que notre parcours personnel. Mmh. cool. Bon, donc je vous propose de continuer un petit peu, sur, sur cette question-là. Donc du coup, par rapport à cette manière, en fait, de parler de sexualité, aux patients, à partir de la place de la posture, enfin, d'une posture de soignant, hem, il y a plusieurs études qui commencent à se faire depuis une dizaine d'années sur cette question du fait de parler de sexualité dans la consultation, entre le soignant et le soigné. Il y a eu une thèse en 2014, là-dessus en Suisse et il y a 4 profils qui se sont détachés un petit peu sur les soignants et leur manière de parler de sexualité. Donc le profil de jeunes stagiaires, on va dire, avec, une difficulté, enfin, le fait d'être un petit peu gauche, de pas forcément, avoir beaucoup de compétences ni de connaissances sur le sujet, et pas de facilité, à l'aborder. Il y a le profil, du soignant, pardon, «décent» entre guillemets, heu, qui considère que c'est un sujet privé qui n'a pas du tout sa place, heu, dans le cabinet ou à l'hôpital. Il y a le profil, de technicien, donc de la personne qui va être très à l'aise pour en parler, mais d'une manière assez froide en fait, soit enfin plutôt, très, anatomo-physiologique, mais par contre qui va pouvoir y aller, heu, parfois avec cette froideur sans forcément, prendre soin, des limites en fait, de l'intimité. Et puis on va avoir un profil de personne qui va à la fois avoir la compétence, anatomo-physiologique, mais aussi la compétence psychologique, et qui va voir aussi le prisme social de cette question de sexualité et qui en plus va avoir la facilité à en parler. On va être dans ce profil de professionnel entre guillemets «compréhensif». Alors je vous disais que à la fois pour le soignant et pour le soigné, il va y avoir cette notion de représentation qui est assez centrale. Hem, Dans les représentations, c'est, ça peut être plein de choses, et puis parmi ces représentations, il y a des représentations parfois hiérarchiques, hem, comme, enfin voilà, le sexisme, le racisme, le validisme, l'agisme.
Donc c'est vraiment important de voir à partir de quelle représentation on rentre dans la relation soignant-soigné. Sachant que derrière ces représentations, bah, ça peut amener alors parfois il peut y avoir une stigmatisation qui va encourager, faciliter le fait d'utiliser, heu, ou d'agir avec des stéréotypes, des préjugés, des discriminations, positives ou négatives. C'est important aussi de voir qu'il y a des représentations du soigné sur le soignant ou sur la soignante. Des représentations aussi par rapport au corps médical, des représentations, heu, sur, enfin voilà, avec des stéréotypes, et des préjugés, qui sont vraiment possiblement des 2 côtés. Alors pour moi, c'est important de vous hop, pardon, pourquoi ça marche pas? Ouais, voilà. Pour moi, c'est important de vous parler, en particulier dans les représentations, de la notion de validisme. Voilà. Hem, ça va? Oui, oui, c'est juste qu'il y a OK. quelqu'un qui demandait justement, Ah ça hem, va. le validisme et l'agisme et Ah du coup, pardon. oui, il vient, je t'interromps pas. Voilà. Ça marche, merci. Donc ouais, alors le validisme, c'est un système de pensée hiérarchique, qui va placer une hiérarchie en fonction de l'état de santé qu'on imagine, qu'a la personne. De la même manière que le sexisme, c'est un système de pensée hiérarchique avec, ben, voilà, un genre, va être, ou un sexe va être supérieur à un autre. Le racisme, ben voilà, une ou le colorisme, les personnes qui sont racisées de telle ou telle manière vont être, supposément supérieures ou inférieures. Là, dans le validisme, il y a cette notion de, bah, une personne qui a mmh, des entre guillemets «des problèmes de santé» ou, qui va vivre avec, des handicaps ou en situation de handicap, hem, va être, plus ou moins, comment dire? Va être placée dans une espèce de hiérarchie comme, inférieure, la plupart du temps, aux personnes entre guillemets «valides», qui n'ont supposément pas de soucis de santé. Heu, Tout ça bien sûr, c'est, sans parler il y a vraiment cette notion de ce qui est perçu par l'un et par l'autre en fait, parce que bien sûr, il y a les handicaps invisibles, et les personnes qui vivent avec des handicaps invisibles, il y a cette question de la représentation qui est un petit peu au cœur de: «Est-ce que je dis? Est-ce que je dis pas?» hem, donc comme pour et l'agisme, ça va être la même chose que le validisme, mais par rapport à l'âge. Donc, avec, supposément, ben, le fait que, avoir tel âge, soit être mineur, soit avoir plus de 80 ans, j'en sais rien, ça va être une condition de vie qui va présenter, heu, supposément, des désavantages ou des avantages, en tout cas une hiérarchie par rapport au reste de la population. À partir de ces représentations hiérarchiques, comme on l'a dit tout à l'heure, donc il peut y avoir de la stigmatisation, des stéréotypes, des préjugés, des discriminations. Et puis il va y avoir aussi tout ce qui est, validisme internalisé. Donc il y a le validisme, vécu, extérieur, on va dire, tout ce qui est dans les médias et puis il y a tout ce qui est internalisé comme encore une fois, c'est les mêmes questions que pour le sexisme ou le racisme. Je vous invite vraiment à lire, le livre de Marina Carlos et de Fricks, heu, qui parle de validisme et qui est vraiment, je trouve très, très bien fait, qui explique aussi comment ne pas tomber dans le piège. Ça aborde les notions d'accessibilité, de représentation, de discours, de convergence des luttes. C'est vraiment important et je vous invite vraiment aussi à vous poser toutes ces questions-là par rapport à la sexualité. C'est voilà, qu'en est-il de l'accessibilité dans la sexualité? Qu'en est-il de la représentation des médias, pardon, dans les médias de la sexualité, des personnes avec, tel ou tel état de santé? Hem Et comment ça interagit, en fait? Comment ça interagit dans la personne par rapport à sa santé et comment ça interagit dans la relation soignant-soigné?
C'est comment peut-être nous, on va, travailler peut-être à partir d'une posture validiste. Et l'important, c'est pas de se dire: «Ben, voilà, moi j'ai aucune représentation, c'est bon, j'ai tout déconstruit, tout va bien, je suis pas» mais c'est vraiment d'aller débusquer, en fait, d'aller débusquer toutes ces endroits où où on a encore des représentations, forcément, en fait. C'est vraiment ça. Ouais, Ah, est-ce que tu pourrais nous donner le titre de ce livre? oui, pardon, c'est «Je vais m'arranger». Ah voilà. Je vais m'arranger, pardon, Non, non, je t'en prie. je vais m'arranger de Marina Carlos. Voilà, super. Il y a Caroline qui nous l'a partagé, dans le chat. Merci beaucoup, Caroline. Du coup, et les représentations, c'est vraiment important de voir qu'on en a tous et même quand on croit qu'on en a plus, et ben, on en a encore. Je vous invite à écouter éventuellement, la chronique de Nicole Ferroni il y a 2 semaines qui parlait vraiment de ça. C'est vraiment ce truc de: «Je croyais avoir tout déconstruit, mais non, je me fais encore avoir» et ça, c'est vraiment important de garder ça, même quand on a de la bouteille, même quand on fait son métier depuis 20 ans, heu, de pouvoir vraiment remettre, régulièrement sur la table nos représentations. Encore une fois, l'important, c'est d'en avoir conscience, heu et une fois qu'on en a conscience, ben, de choisir ce qu'on en fait. Ouais, c'est vraiment cette notion de repérer ses réactions, de débusquer, de chercher vraiment en soi, à repérer, débusquer, ces réactions. Heu, là donc là, j'ai fait une citation, du CEP, donc c'est par rapport au handicap, mais on pourrait juste se dire la même chose par rapport au repérer ses propres réactions et ses propres ressentis face à des informations sur la sexualité ou à des inférences sur la sexualité des personnes en face de nous. Par rapport à la sexualité, il y a plein de choses. Il me semblait important de passer un petit peu sur cette question sexe et genre pour laquelle, ben, justement, quand on n'a pas forcément été, formé et qu'on n'a pas forcément abordé cette question, dans notre parcours scolaire, universitaire, ben, c'est important de pouvoir être au clair avec ça, pour pouvoir accueillir les personnes, de manière, bienveillante et bien traitante. Heu, donc juste pour vous, est-ce que c'est clair la différence entre sexe et genre? Alors par contre je vois pas le chat, donc si je peux avoir l'info, Alors, il y a des «oui» qui apparaissent. OK, ça c'est cool. Pour l'instant, Parfait. il y a que des «oui» pour le moment. Pas Je veux et bien que tu reprennes. voilà, Virginie me dit: Virginie, tu triches. «Mais pas totalement». OK, ça marche. Donc le sexe, c'est une notion oups là, pardon. C Le sexe, il y a plusieurs, il y a 2 types de sexe, on va dire. Il y a la question de sexe biologique et donc le sexe biologique en soi, c'est très vaste. Il y a plein de marqueurs du sexe biologique. Il y a, ce qui se passe au niveau, phénotypique, au niveau, du corps, de ce qui apparaît à l'extérieur. Il y a, dans le sexe biologique, c'est aussi ce qui se passe au niveau des chromosomes. Est-ce qu'on est XX ou XY? Il y a aussi ce qui se passe au niveau hormonal. C'est vraiment pas quelque chose d'uniforme et c'est pas du tout binaire, en fait. Il y a effectivement, il y a les polarités mâle-femelle et puis au milieu, ben, il y a les personnes intersexes, pour lesquelles il y a pas forcément de congruence entre tous ces marqueurs biologiques. Donc par exemple, une personne qui va avoir, un vagin, mais qui pourtant au niveau de ses chromosomes, la personne va être XY, par exemple. Heu, donc voilà, il peut y avoir, beaucoup de variété en fait et de diversité, au niveau du sexe biologique. Après, il y a le sexe assigné à la naissance. Alors ça dépend des pays, mais en France, on est encore sur, voilà, quelque chose de très binaire, homme-femme, en fonction des indices qu'on a à la naissance. Après, il y a l'identité de genre, et le genre, c'est vraiment, la construction, sociale, en fait. C'est vraiment comment on se vit, quel que soit son corps, en fait, c'est comment on se vit. Est-ce qu'on se vit homme, femme,
est-ce qu'on se vit à genre? Est-ce qu'on se vit, gender fluid? Heu, Là encore, il y a beaucoup de diversité, il y a pas du tout de binarité. La seule binarité, en fait, qu'on retrouve, c'est au niveau administratif. Heu, Après, au-delà de l'identité de genre, il y a la question de l'expression de genre, c'est comment on décide de s'habiller, de se maquiller, de se présenter au monde, en fait. C'est au niveau, de son extimité, de ce qu'on exprime, de ce qu'on choisit d'exprimer de notre genre. Heu, Tout ça est à différencier de l'attirance sexuelle et de l'attirance affective. Est-ce que c'est un petit peu plus clair? Pour Élodie, Virginie, ça marche. Donc du coup, il y a ça et puis il y a aussi à prendre en compte, toujours dans ce souci de bienveillance, de bientraitance, ben, les sexualités et toute l'étendue des sexualités. Comment on est par rapport à ça? Sachant que, ben, là encore, il y a un continuum vraiment de représentation, de vécu, et ça va vraiment de la violence à l'épanouissement. Et c'est un petit peu ce qu'on voyait tout à l'heure, quand on était, alors dans notre petit groupe du coup, mais il y a vraiment, peut-être que dans nos études, on nous a appris à ne voir la sexualité que par le prisme de la violence. Ou peut-être que, ben, par rapport à son propre vécu, que sais-je, on imagine la sexualité que par le prisme de l'épanouissement, ou inversement. Et du coup, c'est comment on arrive vraiment à rentrer dans cette relation, soignant-soigné, avec ce continuum de possibles, en fait. Et pas arriver avec, une représentation, ni binaire, ni, que monolithique sur la sexualité. Après, voilà, il y a toute cette question de temporalité dont on parlait, hein. C'est, voilà, c'est quoi la sexualité? Comment on fait pour parler de sexualité quand, ben, soi-même on est étudiant et que peut-être on n'en a pas encore, vécu? Heu Qu'on est un petit peu plus avancé et qu'on a l'impression d'avoir tout vu, tout lu, tout bu, voilà. Comment ça se passe en interaction avec l'âge des patients, des personnes en face de nous, en termes de projection. Par exemple, si on a une personne qui a le même âge, si on a une personne qui a l'âge de notre grand-mère, de notre grand-père, est-ce qu'on arrive à toujours à voir la personne dans son individualité, dans sa singularité et à pas projeter tout ce qu'on imagine de sexualité, d'une personne de cet âge-là? Heu, Pareil au niveau des pratiques, est-ce qu'on a enfin, il y a vraiment une invitation à s'interroger sur: «Est-ce que j'ai des stéréotypes? Est-ce que j'ai des préjugés par rapport à certaines pratiques sexuelles? Ou à des personnes qui pratiquent certaines choses? Est-ce que j'ai des, heu, des préjugés, des stéréotypes par rapport à l'érotisme, à l'érotisation?» Hem, Est-ce que la personne en face de moi arrive avec une érotisation? Il y a les fameux stéréotypes, sexuels autour des infirmières et tout ça, qui sont pas forcément, super simples à vivre quand on arrive, jeune stagiaire infirmière, ou infirmier. Ou quand on arrive aussi en EHPAD, il peut se jouer plein de choses à ce niveau-là. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir interroger tout ça. Le plaisir, au niveau du au niveau du soin, c'est vraiment le super méga tabou. Ouais, merci pour la référence de Payta Blues, effectivement, c'est pas mal. Hem, donc ouais, la question du plaisir, il peut y avoir on peut être vraiment confronté à et ça peut être un frein par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, en fait, sur, le fait de pouvoir parler avec les personnes de sexualité. Heu, c'est qu'il y a quelque chose de tabou. Il y a l'a priori qu'on est là pour parler de ce qui fait mal, de la souffrance, de la douleur. La personne vient nous voir parce qu'a priori, il y a un truc qui va pas et est-ce que c'est OK, du coup, d'envisager de parler du plaisir?
Et ça, c'est quelque chose, ça fait partie des choses, je pense qu'on peut aller, déconstruire et réfléchir. Encore une fois, ça peut être, seul déjà pour soi-même, ça peut être aussi en supervision, ça peut être, avec des collègues, mais en tout cas, c'est intéressant d'aller voir de ce côté-là. Alors, je vais vous proposer un deuxième petit temps, en petite salle, en petit groupe, par rapport à cette question de, voilà, moi et la sexualité. Alors l'idée, c'est pas que vous parliez de votre propre sexualité, hein. C'est pas que vous parliez de votre expérience et c'est pas non plus que vous parliez de ce qui se passe avec vos patients ou avec des patients en particulier. Donc je vous invite toujours à faire attention à la confidentialité et à tout ça. Mais c'est vraiment simplement de vous interroger, vous sur, par rapport à votre, posture, sur, bah, comment c'est pour moi de parler de ce sujet-là? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que je me sens compétent pour parler de sexualité? Est-ce que cette question me paraît complètement bizarre parce que pourquoi il faudrait être compétent pour parler de sexualité? Est-ce que j'ai un sentiment de congruence sur, ben, ma compétence et la facilité ou la difficulté que j'ai à en parler? Quelles sont mes ressources pour apprendre des choses par rapport à la sexualité, pour me mettre à jour? Et puis, comment ça se passe dans un contexte privé? Est-ce que c'est la même chose dans un contexte privé que quand je suis soignée? Parce que même les soignants sont des soignés, quoi qu'il arrive. Et est-ce que c'est la même chose quand je suis soignant ou soignante? Est-ce que j'ai tout le temps cette même facilité ou difficulté? Est-ce que j'ai, dans tous les contextes, un sentiment de compétence, de congruence, et cetera? Donc voilà, je vous invite à explorer ça, en petits groupes. Comment c'était pour vous, d'aborder ce sujet alors en petits groupes, en petit comité? C'était trop court. OK. Bah, ça montre qu'en fait, ça donne envie de discuter, hein. Ouais. Ouais, beaucoup à en dire, ouais, c'est sûr. Mmh. Coupé en pleine phrase. Ouais, désolée. Ah mince. Désolée. Non, mais on va se reprendre un petit temps, tout à l'heure pour discuter tous ensemble. Mais effectivement, ces temps de partage, c'est important et puis de partage, de réflexion par rapport à soi. Enfin vraiment, par rapport à là où on en est et pas forcément d'être toujours dans le partage avec des collègues, par rapport à un sujet, par rapport à un patient en particulier ou une patiente. Mais vraiment prendre ce temps de réflexion. Et de partage de sources d'informations, ouais, tout à fait. Ouais. Le partage des ressources, c'est vraiment quelque chose de primordial. Ouais. Donc je vous propose de... Ouais, alors, on était éduqués dans les tabous de la sexualité, dans le tabou de la sexualité, ouais. Et ouais, on vous enverra un petit PDF avec de la bibliographie, avec pas mal de ressources. Alors peut-être pas tout de suite après, mais très bientôt. Mais effectivement, et cette question sur les tabous de la sexualité, ça peut faire partie ou pas de notre éducation, et ça peut faire partie ou pas de l'éducation des personnes qu'on a en face de nous. Donc c'est vrai que ça, ça fait un spectre un peu large, mais c'est pour ça que c'est important d'ouvrir, en tout cas. Je vais reprendre un petit peu, hop, où j'en étais. Donc ouais, par rapport aux personnes qu'on a en face de nous, il y a vraiment l'importance de prendre en compte le contexte de vie des personnes, parce que par rapport à la sexualité, par rapport à l'intimité de manière générale, la vie affective en général, euh, le, ça va pas du tout, ça peut en tout cas interagir de manière différente, mais
quoi qu'il en soit, c'est important, là encore, de faire attention à nos préjugés. De se dire, bah, voilà, est-ce que parce que la personne vit en institution, parce que la personne vit au domicile parental, est-ce que je préjuge ou est-ce que je peux avoir ce stéréotype que la personne, par exemple, ne va pas avoir de sexualité? On revient un petit peu sur cette question de représentation et de stéréotypes validistes, où c'est important de pouvoir revenir, dessus. On peut aussi avoir des préjugés en termes de sécurité. J'ai vu tout à l'heure, je suis désolée, j'ai pas réagi tout de suite par rapport au chat, mais il peut y avoir vraiment cette question et ces préjugés sur la sécurité ou au contraire le contexte violent du fait d'une vie en institution ou d'une vie au domicile parental, dans un sens comme dans l'autre. Et c'est important de pouvoir vraiment aller vérifier avec la personne et pas juste rester sur l'image qu'on peut avoir, le préjugé qu'on peut avoir. Et la question de l'intimité, pour le coup, c'est pas qu'une question de sexualité, c'est vraiment l'intimité, c'est beaucoup plus large que ça. Et à la fois en termes de toucher intime, en termes de... l'intimité, c'est quelque chose qui peut concerner tous les sens et même plus au-delà des sens. Et donc par rapport à ça, c'est important de vérifier, d'aller voir en termes de posture, comment on est, nous, par rapport à cette question de l'intimité. Qu'est-ce qui est intime? Qu'est-ce qui le serait moins? Qu'est-ce qui est privé? Qu'est-ce qui est public? Dans ma pratique, dans ma manière de pratiquer, est-ce que je suis dans un respect de la vie privée de l'autre? On peut aussi se poser la question de sa propre vie privée. Mais du coup, il y a cette question qui est, je trouve, pas assez souvent mise au travail au départ, de voilà, quelles sont les informations à partager avec les collègues ou pas. Est-ce que le fait d'avoir vu Madame Trucmuche en train de se masturber, est-ce qu'on est obligé d'en parler en colloque? Ou est-ce qu'on peut se dire que ben non, c'est juste l'intimité de la personne et que ma foi, ça n'a rien à voir avec... tout le service n'a pas besoin d'être au courant de ça. Quelles sont les informations à partager avec les proches de la personne ou pas? Là encore, c'est vraiment dans cette question qui touche à la fois la déontologie et l'éthique. Tout n'est pas forcément à dire et tout ne concerne pas tout le monde, vraiment. Donc c'est vraiment important d'aller vérifier en soi, éventuellement si on a une envie de partager, de vérifier. Cette envie de partager, elle vient d'où? Est-ce qu'elle vient d'une de mes peurs? Parce que parmi tout ce qu'on a vu tout à l'heure, il y avait les émotions et vraiment les émotions, j'en ai peut-être pas assez parlé, mais vraiment les émotions, c'est une partie super importante et notamment de quoi j'ai peur. De quoi j'ai peur si j'en parle, de quoi j'ai peur si j'en parle pas en tant que praticien. Et oui, effectivement, la question d'interroger le secret partagé en général. Ouais. Tout à fait, merci. Il y a aussi, donc, dans les cas où il peut y avoir de la dépendance ponctuelle ou à plus long terme, il y a la question des aidants familiaux. Et là encore, avec le fait d'explorer par rapport à l'intimité, sur aussi bien ce qui est intime et ce qui est de l'ordre de la sexualité. Qu'en est-il par rapport au fait d'avoir un aidant qui est son partenaire ou sa partenaire, quelqu'un qui a un ascendant, un descendant, frère, sœur, ami, comment on vit tout ça, comment les gestes peuvent être vécus en termes d'intimité, et parfois la frontière peut être vraiment floue. Et comment c'est possible justement d'accompagner à créer un cadre pour qu'il y ait le moins de flou possible et vérifier quelles sont les limites, quelles sont les peurs pour l'autre, mais aussi pour soi.
Je vous invite à regarder ce web documentaire qui s'appelle Ma chère famille, qui aborde cette question des aidants familiaux, y compris avec la question de l'intimité et de la sexualité, qui peut vraiment, en tout cas, vous donner du grain à moudre par rapport à ça. Euh, c'est ouais, c'est assez bien foutu, je trouve. Il y a la question des aidants professionnels, avec bien sûr cette question de bientraitance, maltraitance, la question de l'éthique, on en a parlé, de la déontologie, la question de l'argent aussi. Quand on paye quelqu'un, ça crée un lien particulier. La personne est employeuse. En tant qu'employeur, il y a des droits et des devoirs aussi. Il y a une question de temps. Dans la temporalité, on n'est pas forcément... comment dire, il y a une question de dépendance qui peut avoir par rapport au temps, ou en tout cas de moins de liberté. On peut se poser des questions, par exemple, voilà, d'une personne qui est naturiste. Voilà, si je suis naturiste, comment ça va être facile ou pas facile pour moi de trouver un aidant professionnel qui va me permettre de vivre cette partie-là de ma vie, de ce que j'ai envie de vivre. Si j'ai envie d'aller dans des lieux de rencontre et que j'ai besoin d'aide, est-ce que la personne va avoir cette ouverture cette ouverture soi et l'ouverture en face pour pouvoir aborder ce sujet-là. Après, toujours au niveau de la personne à la fois soignée et à la fois soignante, il y a cette question d'injonction de performance qu'on va vivre au niveau personnel, mais il y a aussi des injonctions de performance qui peuvent arriver au niveau du travail et du lien au travail. Mais du coup, il y a cette question de à quel point on encourage ou pas la personne à performer le genre, ou est-ce qu'on la libère de ça, ou est-ce qu'on accompagne en tout cas à se libérer de ça, par rapport au fait de performer le couple, par rapport au fait de performer une sexualité entre guillemets normale. Ça, notamment dans les milieux institutionnalisés, c'est vraiment des questions importantes à se poser, à la fois individuellement et à la fois en équipe, de pouvoir ne pas forcément pousser dans le sens de la performation. Et puis on peut aussi, bon ça on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais se poser la question des impacts, et poser aux personnes la question des impacts des traitements sur la sexualité. Pour résumer vraiment, je vais finir par ça, ce qui est vraiment important, c'est d'aller vers ce mouvement, vraiment vers une posture où on développe de plus en plus de conscience et d'éthique, avec vraiment à chaque fois une espèce de cycle de vie un petit peu en spirale, où on prend le temps. Et vraiment cette notion de temps, ça me paraît vraiment primordial, même si malheureusement c'est compté dans le contexte d'aujourd'hui, mais il y a vraiment cette importance de prendre le temps d'observer la situation, à la fois de l'extérieur, et puis d'observer ce qui se passe à l'intérieur, au niveau de ses émotions, au niveau de ses cognitions, enfin voilà, de nos stéréotypes, de nos représentations. Prendre le temps d'observer et puis se permettre de relire la situation et de pouvoir, à partir de là, choisir ce qu'on en fait de tout ça, de toutes ces observations, choisir ce qu'on fait, et se rappeler qu'on n'est pas tout seul. Que on peut avoir l'aide de nos patients, avoir l'aide de patients experts,
aussi, ça se développe de plus en plus et c'est important, avec l'aide de nos pairs, PIRS, aussi le fait de pouvoir, s'offrir des temps de supervision, de toute façon, quoi qu'il arrive et quel que soit le métier, c'est important, je crois. Mais aussi parfois pour certains moments de notre carrière, certains temps, pouvoir aussi, s'offrir des temps de supervision spécialisés, par rapport à la sexualité, par exemple. Vu que ça a peu été abordé, comme on l'a vu dans les études, dans la formation initiale. Et puis, éventuellement, voilà, de s'informer, d'avoir cette curiosité, ce qu'on disait tout à l'heure, de se tenir au courant par rapport à, voilà, avec des podcasts, Instagram, plein de choses. Enfin, voilà, il y a plein de possibles. Voilà, donc là, c'est une toute petite partie de la bibliographie. Je vous enverrai, ou Axel vous enverra un PDF beaucoup plus complet. Et puis voilà, moi je vous propose qu'on ouvre ensemble un temps d'échange. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci Nadia, merci beaucoup. Merci. Est-ce que j'ai une proposition? Il y a des personnes visiblement qui savent pas, avant qu'on passe aux questions, hein, parce qu'évidemment on va passer aux questions, Ouais. il y a des personnes qui savent pas ce que c'est qu'un patient expert. Et puis je sais qu'on a parmi nous Laetitia, je crois, si je me trompe Oui, pas. tout à fait. Est-ce que Laetitia, vous auriez envie de nous expliquer ce que c'est Oui, c'est bon, je démarre que tout. ce rôle? Ah, merci Laetitia, c'est cool. Ça fait plaisir de te voir. Oui, moi aussi. Alors, patient expert, tu as abordé plusieurs choses. Tu as parlé de la pérédance, Ouais. les pairs, patient expert, en fait, je suis moi-même patiente expert. C'est plus quand on va aider, donc, alors ça peut être professionnel, mais aussi ses pairs, à trouver des solutions dans une pathologie, on va dire, particulière. Alors, il se trouve que moi, je suis patiente expert principalement dans le handicap moteur, puisque c'est, ça me concerne. Voilà, c'est ça en fait, c'est reconnaître tous les savoirs expérientiels et en faire un métier. Après la pérédance, c'est plus vers quoi je vais me tourner, notamment en santé sexuelle. Donc voilà, moi je veux apporter la manière, enfin, ma propre expérience, mais pour trouver, pour aider les gens déjà à en parler, à partager et à aller aussi vers le pouvoir d'agir, à rendre autonome pour trouver soi-même des moyens de parvenir à certaines solutions ou au moins d'aller vers un bien-être malgré les difficultés. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais c'est ça en fait, patient expert et la pérédance, voilà. Ça peut, vous savez, c'est des métiers qui arrivent tout juste chez nous, qui sont déjà bien connus dans d'autres pays, notamment au Canada, sur les savoirs d'expérience. Chez nous, ça commence à peine, c'est encore difficile à reconnaître un vrai métier. Mais voilà, ces mouvements commencent à venir. Déjà, le fait qu'il y ait le DU patient expert, Voilà. ça aide. De plus en plus, voilà, il y a le DU patient expert, il y a le DU personne experte en situation de handicap, il y a... voilà, moi je sens vraiment que là, depuis un an, ça vient, je suis contente. Maintenant, après, quand on a le diplôme, bon, le diplôme. Oui, le diplôme, moi j'ai un diplôme ou la certification, c'est bien, mais quand on arrive et qu'on dit, voilà, je suis dans cette situation, j'ai des savoirs expérientiels, j'ai de l'expertise. Oui, ok, souvent on va nous écouter bénévolement, mais c'est plus dur à faire reconnaître au niveau rémunération. Alors que je trouve que ça a toute son importance et qu'on peut faire partie d'une équipe de professionnels, voilà. Donc c'est là où il y a encore pas mal d'avancées à faire, mais voilà, c'est ça en fait. Si vous avez d'autres questions.
Mais- Merci beaucoup, Laetitia. Merci, hein. Donc oui, il y avait la question de Sandy. Enfin, je ne pense pas qu'il y ait ça en France. Et alors, sauf erreur, Laetitia, tu parles depuis la France. Et tout ce parcours, tu l'as fait en France. Oui, oui. Ouais. Oui, 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 moi je parle depuis Grenoble. Ouais. Il y a Florence aussi, je vois, qui fait le parcours également, je crois. Et du coup, vous êtes appelé par les institutions? Il y a des institutions qui font appel à vous, des centres de formation? Comment ça se Oui, passe? pas forcément, ça peut être, oui, des institutions, des hôpitaux, mais bon, ça peut être des associations, encore faut-il qu'ils me connaissent, hein. Mmh. Alors après, il y en a beaucoup, enfin, personnellement, qui me connaissent en tant que bénévole. Et c'est vrai que dès que j'aborde le fait que je suis professionnelle maintenant, et ben, ah ouais, d'accord, bon. Bah, du coup, on vous rappellera. Puis en fait, ils ne rappellent pas. Bah, voilà, c'est un petit peu ça qui se passe. Alors que pourtant, justement, par rapport à ce que tu disais, enfin voilà, il y a cette question d'empowerment, d'empuissancement qui est vraiment laquelle, mais c'est un levier important par rapport à cette reconnaissance et à cet empuissancement des personnes. Donc, effectivement, pour tous les professionnels qui sont là, enfin, j'invite vraiment à cette réflexion sur le fait que, bah voilà, toute expertise est une expertise importante et donc mérite une rémunération Ah oui, en tant qu'expert. Mais pardon. Non, je disais même parmi mes pairs qui ont très envie d'avoir des informations et de faire des groupes de parole, par exemple, ou autre. Même pour mes pairs, pour les personnes handicapées, c'est difficile de se dire je vais payer pour une personne qui a une expérience. Vous voyez, je connais pas mal de personnes dans mon cas qui n'ont pas de problème, par exemple, à aller chez le psy et à le payer. Par contre, pour une personne reconnue père aidante, un peu plus. Donc, je pense qu'on est vraiment dans une vision médicale, vraiment purement médicale de l'aide, et c'est chez tout le monde. Mais Laetitia, si ça vous intéresse, on pourrait peut-être faire une visio là-dessus. Oui, voilà. C'est ça aussi qui est sympa avec les discussions en fait qui se passent là, c'est qu'en fait on rebondit. C'est comme Nadia, j'ai rencontré Nadia dans une visioconférence que j'ai organisée au mois d'août, et en fait à chaque fois, donc l'invitation est lancée. L'invitation est lancée, on en rediscutera ensemble. D'accord, ok, très bien. Mais je trouve ça super si effectivement on peut mettre aussi absolument en lumière ce que vous faites et qui est effectivement extrêmement important dans la formation et dans l'accompagnement. Ouais, super, bah oui, ça m'intéresserait. Donc voilà, chouette. Je vois sur le chat qu'il y a Florence qui plus soit par rapport à cette question de reconnaissance qui passe également par la rémunération, donc qui est également personne experte, patiente experte. Il y avait également la question, si je remonte un petit peu, sur c'est quoi performer le genre. Performer le genre, c'est comment dire, c'est un petit peu je suis, enfin, pour caricaturer, c'est un peu la caricature en fait, c'est je suis une fille, une femme, donc je dois porter du rose, donc je dois avoir les cheveux longs, donc je dois me maquiller, donc je dois porter des jupes, donc je dois tout ça, donc je dois surtout pas parler trop en réunion, je dois pas couper la parole, je dois être gentille, je dois être douce, je dois faire à manger, voilà, tout ça c'est performer le genre en fait. Oui, je sais, je suis assez d'accord. Mais en fait, cette question de performer le genre, c'est aller vraiment avoir conscience des stéréotypes de genre et se forcer plus ou moins à les appliquer en fait. C'est en deux temps. C'est avoir conscience,
pas forcément conscient, mais en tout cas avoir internalisé des stéréotypes de genre et s'y conformer. Et à partir de là, ben voilà, forcer le trait un petit peu pour vraiment être dans cette affirmation, en tout cas. Non, c'est pas une affirmation, non, c'est vraiment de la performance. Et de la même manière, ben voilà, on peut performer le genre, on peut performer la sexualité, on peut performer le couple. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve, qu'on commence à trouver aujourd'hui, par exemple, dans des contextes institutionnels, où ben voilà, pendant longtemps, ben c'était compliqué, voire pas possible, et encore aujourd'hui à certains endroits, d'être en couple et de vivre en couple en institution. Et puis maintenant qu'il y a certaines institutions où ça devient possible, de plus en plus, heureusement, mais du coup, maintenant, il y a cette demande de performer le couple. OK, vous êtes en couple, donc il faut que vous dormiez ensemble toutes les nuits, tout le temps. Et puis, il faut que vous vous teniez la main, qu'on voit que vous êtes bien en couple. Enfin, il y a plein de choses comme ça sur, ben voilà, si vous êtes en couple, il faut avoir une sexualité. Et puis la sexualité, ça passe par un coït, etc., etc. Il y a cette notion, il peut y avoir cette notion de performer le couple, et vraiment se conformer aux stéréotypes qu'on peut avoir sur c'est quoi un couple. Est-ce que ça répond à la question, Virginie? Merci. Alors, je descends. Donc oui, effectivement, Kayline, pardon, j'espère que je n'ai pas écorché trop. Ouais, c'est super effectivement qu'il y ait cette expertise qui peut effectivement booster, et c'est important, on le redit, de rémunérer les gens à la hauteur. Alors, donc oui, Virginie qui répondait à la question d'Élodie sur une bibliographie pour parler de sexualité avec les adolescents et les adolescentes, c'est ça, donc c'était Oser en parler chez Duno. Des outils autres que les mots pour libérer la parole autour de la sexualité. Alors oui, ça va dépendre du public. Mais par exemple, DG, tout à l'heure, vous parliez d'un contexte de criminalité, enfin de criminologie, pardon, et de victimologie. Dans ce contexte-là, ou éventuellement avec des personnes peu verbales, et ou dans un contexte d'éducation à la sexualité, donc vraiment dans les extrêmes, on peut par exemple utiliser, donc il y a du matériel, il y a un outil comme des femmes et des hommes par exemple, il y a du matériel tel que des poupées sexuées. Il y a pas mal de publications qui sont plutôt anglo-saxonnes sur l'usage des poupées sexuées en victimologie, justement pour aider à libérer la parole autour de la sexualité et notamment des violences sexuelles. Donc les poupées sexuées, c'est du matériel. Alors, je suis désolée, j'en ai pas là sur moi, mais j'ai des photos par contre. Je ne sais pas. Non, je ne vais pas retrouver ça facilement. Mais donc, c'est des poupées qui font, les adultes font à peu près 70 cm. Sinon, on peut en trouver aussi à taille, standard, entre guillemets. Donc, on peut aussi trouver des poupées d'1,60 m, 1,80 m, qui ont tout ce qu'il faut là où il faut. Donc avec des trous là où il faut qu'il y ait des trous, avec des poils là où il faut qu'il y ait des poils, avec des creux, des bosses, tout ce qu'il faut. Et puis on peut les habiller, les déshabiller. Elles sont pénétrables, pénétrantes, et c'est du coup un outil qui peut être vraiment intéressant. Si ça vous intéresse, je peux vous envoyer un petit peu de biblio là-dessus sur un contexte victimo. Justement, il demandait. Alors, Kéline, pareil, hein, je ne sais pas si je dis bien votre nom, désolée. Où est-ce que tu peux en acheter? Où est-ce que ça peut Les poupées sexuées? Ouais, c'est les poupées sexuées.
Alors, les poupées sexuées, alors à ma connaissance, pour l'instant, on peut les prendre aux États-Unis. Il y a la marque Teach Bodies. Alors, je le note. Teach Bodies, ça c'est la marque américaine. Il y a les poupées colombiennes qui s'appellent Amamanta Family. Il y a les poupées, je crois, chinoises, dont je ne me rappelle, enfin, qui sont en vente au planning familial. Alors, c'est pas chinois, je crois que c'est Hong Kong, au planning familial de Hong Kong. Et puis, très prochainement, il va y avoir une association française qui va se lancer dans la fabrication de poupées. Donc, c'est une association qui va être basée en Alsace. Mais je ne connais pas encore ni le nom de l'association, ni la date à laquelle ça va être possible. Intéressant, ouais. Voilà. Ça marche. Et c'est DG demande si c'est des poupées qui sont utilisées lors des enquêtes. Oui, celles qui sont utilisées pour les enquêtes, c'est les Teach Bodies. D'accord. Les Teach Bodies, en fait, elles sont et du coup, c'est elles sont et c'est un peu, enfin voilà, et c'est vraiment tout le temps les mêmes. Les Amamanta Family, elles sont elles sont personnalisables en fonction. Donc effectivement, les enquêtes sont pas faites sur les Amamanta Family. D'accord. Effectivement, il y avait le Men's Education qui était distribué gratuitement, c'était très chouette. Et là, j'ai une amie qui est en train d'en faire une version en facile à lire et à comprendre. Et pareil, sur le facile à lire et à comprendre, j'en ai pas parlé ce soir, j'aurais pu. Mais c'est vrai que pour aborder cette question avec des publics qui ont des difficultés de compréhension, le fait d'avoir des transcriptions ou des documents qui sont nativement en facile à lire et à comprendre, c'est vraiment intéressant. Notamment, ça, ils sont dans la bibliographie, mais il y a une collection qui s'appelle Santé BD. Je ne sais pas si vous êtes au fait de ça. Oui. Ouais, donc c'est super. Santé. Ouais. Ils sont super et il y a vraiment quelque chose. Enfin, il y a plein de thématiques qui sont abordées. Ils continuent de produire, donc c'est des petits livrets. On peut produire les PDF à la volée en fonction des besoins. Donc avec un patient ou une patiente, avec des praticiens, on peut choisir si c'est des hommes, des femmes. Et puis il y a plein de sujets. C'est comment va se passer ma mammographie, comment va se passer ma radio, c'est quoi la puberté chez un garçon, chez une fille. Il y a plein de sujets qui sont abordés et ils sont ouverts et à l'écoute pour ouvrir de nouvelles thématiques, pour expliquer plein de métiers en fait. Le facile à lire et à comprendre, c'est une démarche importante en termes de littératie en santé, parce que c'est vraiment quelque chose qui ouvre alors aussi bien aux personnes avec des déficiences intellectuelles qu'avec des personnes qui ne sont pas de langue maternelle française, des personnes âgées, et plein de publics en fait. C'est pas juste un public de personnes déficientes intellectuelles. Et effectivement, ouais, il y a beaucoup d'outils qui sont disponibles sur le site du CRS, ouais, tout à fait. Le CRS, donc c'est le Centre Ressources Handicap et Sexualité, qui entre autres, enfin, qui fait plein de choses, mais entre autres, en tout cas sur le site internet, regroupe plein de ressources. Alors, je ne sais pas si j'ai laissé passer des questions. Alors, la formation de SVS est top sur les violences sexuelles et intrafamiliales. Alors, formation de SVS, je ne sais pas ce que c'est.
Ah, c'est Stop aux violences sexuelles. C'est ça, Florence? Bon, je suppose que c'est ça. que c'est l'association Stop aux violences sexuelles qui effectivement a fait un fascicule, a produit pas mal d'informations pour divers publics en fait. Effectivement, c'est vraiment intéressant. On peut toujours trouver le fascicule de la série Sex Education. Je pense que oui. Ah oui. Quels sont les principaux thèmes abordés par les patients? Donc, c'est-à-dire quels patients? Par les patients en sexologie en général ou les patients dans le contexte institutionnel? En sexologie, et ben c'est les mêmes sujets que tout le monde en fait. Enfin, voilà, on a tous les mêmes sujets par rapport à la sexualité en fait. On a les mêmes questions un peu tous. Et la première question, quel que soit le public, mais la première question qui arrive en sexologie, c'est est-ce que je suis normale? Est-ce que c'est normal? Et voilà, et puis après on investigue. Après, par rapport à la question de la rencontre, donc il y a la question qui est posée, c'est rencontre avec autrui, découverte de soi. En sexologie, par rapport aux personnes en situation de handicap, c'est des questions qui vont être abordées de manière très différente en fonction de la personne, d'où elle en est, de ce qu'elle a construit déjà, par rapport à la question de l'intimité aussi, par rapport à son contexte, à ce qu'elle vit. Donc, en fait, il n'y a jamais de réponse monolithique qui va être tout le temps la même pour tout le monde, mais il y a vraiment ce besoin de s'adapter, en fait. Vraiment. Et la question de la rencontre, c'est quelque chose qui va vraiment beaucoup se baser sur la confiance, en fait, sur la question de la confiance en soi, de la construction de la confiance en soi et de l'assertivité, de la possibilité de se positionner et d'aller, et parfois d'aller contre, de pouvoir lever un petit peu certains freins. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Mais pareil par rapport à la question de la découverte de soi, du coup. Ah, ça va vite. Alors, qu'en est-il de la sexualité des personnes présentant un handicap mental dans un contexte d'institutionnalisation? Là aussi, c'est super vaste parce que aujourd'hui, en plus, là, on est des professionnels de plein de pays différents, avec des contextes légaux différents, avec des contextes aussi intra-institutionnels, avec des règlements intérieurs différents, qui sont parfois hors la loi, ou qui sont parfois en dehors des cadres des instances nationales ou internationales. Donc c'est important de pouvoir amener le sujet pour vraiment vérifier qu'on est dans les clous à ce niveau-là, notamment en termes de liberté individuelle et de défense des droits sexuels des personnes. Quand je dis droits sexuels, c'est vraiment au sens de l'IPPS, et c'est au sens de il n'y a pas un droit opposable à la sexualité, on peut pas envoyer une lettre en disant c'est inadmissible, je n'ai pas de sexualité, c'est horrible, l'État doit. Là, c'est pas ça les droits sexuels, mais c'est vraiment simplement on a tous, comme on l'a vu au tout début, la question de la santé sexuelle, c'est quelque chose qui fait
fondamentalement partie de la santé. Et par rapport à ça, on a tous le droit de chercher à être en bonne santé. Et de mettre en œuvre les moyens légaux pour y arriver. Donc du coup, c'est vraiment... comment dire Ouais, il y a tout un contexte à investiguer, mais en même temps, chaque professionnel a vraiment son... comment dire, la possibilité de faire de l'advocacy, on va dire, par rapport à ça, pour que ça soit le plus ouvert possible. Très souvent, ce qu'on oppose dans le monde du handicap mental, c'est la question de... si je prends ne serait-ce que la question de l'éducation à la sexualité, parce que déjà ça commence par ça. C'est qu'en fait, pour schématiser, on va avoir la question des violences sexuelles. Les personnes en situation de handicap, alors c'est pas très c'est pas très juste d'utiliser cette expression, mais si vous m'autorisez de passer, voilà, les personnes en situation de handicap sont 4 fois plus victimes de violences sexuelles que les personnes en population générale. Donc ça c'est une donnée. Une autre donnée, c'est l'une des choses les plus protectrices en termes de violences sexuelles, c'est l'information et c'est l'accès à une éducation sexuelle pertinente. Donc l'éducation à la vie affective et sexuelle, c'est vraiment quelque chose d'important, de primordial, et aussi pour pouvoir aborder pas que des questions de protection, mais aussi des questions de plaisir, de connaissance de soi, d'épanouissement. Et c'est pour ça, comme on le rappelait tout à l'heure, que les lois, la plupart du temps, proposent de l'éducation à la sexualité sur tout un parcours, et c'est pas juste un one-shot en 4e, quoi. Après, c'est pas forcément très bien appliqué, mais en tout cas, c'est important, et c'est pour tous les publics, et c'est pour tout le monde. C'est-à-dire que même quand on est en IME, par exemple, pour le contexte français, même quand on est un enfant avec un handicap mental ou avec une déficience intellectuelle, on a quand même le droit, on doit avoir une éducation à la vie affective et sexuelle. Mais déjà ça, on va souvent avoir l'opposition, parfois d'associations de parents, parfois de professionnels, de « oui, mais vous allez leur mettre des idées dans la tête ». Personne ne nous attend pour avoir des idées dans la tête, vraiment. Et puis... Ouais, pardon, vas-y. Non, je réagis, pardon. Oui, c'est dramatique, ouais. Mais c'est comme moi dans la santé mentale et la psychiatrie, il faut surtout pas parler de suicide parce qu'en fait, ça va donner des idées aussi aux gens. C'est ça. C'est quand même juste hallucinant. Ouais. 2020 d'entendre encore ce genre de choses. C'est ça. Et en fait, le truc, c'est que par rapport à cette question de libération de la parole, ce qui est vraiment important à garder en tête, c'est le silence ne protège personne de rien. Vraiment. C'est vraiment important de pouvoir avancer avec ça. C'est voilà, le silence, ça ne protège pas. Et le silence, ça fait pas grandir. Et le silence, ça n'épanouit pas. Donc, c'est vraiment cette notion de libération de la parole est vraiment centrale, en tout cas, mais qu'on soit dans le monde du handicap ou pas. Est-ce que on donnerait la parole à Rebecca qui a levé la main? Carrément. Rebecca, je vous laisse, je vous laisse poser votre question. Bonjour. Oui. Bonjour Rebecca. Du coup, bonjour, je suis étudiante en psychologie et je travaille beaucoup donc dans le contexte, ici au niveau des stages, dans le contexte institutionnel, et je suis totalement d'accord avec les points que vous abordez, mais c'est vrai qu'il y a aussi pas mal de limites. Donc il y a le droit à la vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap, et là je vais principalement parler aussi du handicap mental parce que c'est ce que je côtoie au quotidien, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de limites au niveau des représentations aussi des professionnels, au niveau de l'infantilisation qu'il y a envers cette population-là. Et c'est vrai que ça peut être parfois difficile de mettre en place un projet de vie affective et sexuelle encore actuellement avec les carences formatives aussi qu'il y a. Donc, je voulais un peu votre point de vue là-dessus.
Bah, je suis tout à fait d'accord. C'est clair qu'effectivement, les limites au niveau des représentations des professionnels, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Après, l'idée, c'est pas de forcer des gens qui sont pas à l'aise avec le sujet de la sexualité à, à se former à ça et à devenir des pros en termes de sexualité. Là aussi, on a tous, enfin, les soignants aussi ont leurs limites et leurs propres besoins. Mais l'idée, c'est par contre de faire en sorte qu'il y ait un vrai, comment dire, une vraie réflexion d'établissement, d'équipe par rapport à ça, et qu'on se mette tous d'accord pour que globalement, on aille dans cette direction-là, sans forcément que les personnes qui sont absolument pas à l'aise soient proactives. La plupart du temps, ça marche pas, voire même c'est plutôt délétère. Mais c'est vraiment par contre que les personnes globalement puissent en tout cas se former, et que les personnes motrices, en fait très souvent ce qu'on retrouve c'est que dans les équipes, les personnes motrices, c'est les personnes qui sont à l'aise avec le sujet, et il y en a toujours en fait. Mais il y a toujours les deux extrêmes, et l'idée c'est de pouvoir respecter, mais respecter sans que ça aille à l'encontre du fait de monter en compétences tous ensemble. C'est vrai que je pense aussi que ça devrait peut-être être impliqué dans les valeurs institutionnelles aussi, parce que c'est vrai que bon, chaque professionnel a ses limites, mais il y a aussi le jugement de valeur de l'autre et le fait de pouvoir respecter aussi le bénéficiaire. Et c'est vrai qu'on se rend compte parfois en contexte institutionnel que les bénéficiaires doivent un peu avoir toutes les valeurs de tous les professionnels qui pourraient y avoir dans l'institution, et ce n'est pas possible. Enfin, je veux dire, en dehors de l'institution, dans la vie réelle et dans la société, c'est le reflet aussi de la société, forcément. Enfin, les personnes en situation de handicap font partie de la société. Donc, il y a de l'homosexualité, il y a plein de choses qui sont des fois, par contre, qui vont un peu à l'encontre des valeurs des professionnels. Et c'est vrai, il y a tout ce travail autour des valeurs qui peut être fait en amont aussi. Alors, ouais, par rapport à ça, quand je parle des valeurs des professionnels qui doivent être respectés, je parle pas du tout de ça. Pour moi, la partie valeurs des professionnels qui doivent être respectés, c'est le fait de pas obliger un professionnel à en parler s'il n'est pas à l'aise avec ça, s'il est plutôt dans le profil pudique, on va dire. Après, la vie privée des gens, les professionnels n'ont rien à en dire. Bien sûr. L'orientation sexuelle d'une personne, un professionnel n'a aucun jugement à formuler là-dessus. C'est pas son problème, quoi. C'est vrai que c'est ce qui est beaucoup rencontré sur le terrain. Mais merci beaucoup d'avoir précisé, du coup, parce qu'effectivement, oui, ça c'est vraiment, vraiment une notion importante en termes de ce qu'on disait tout à l'heure, sur la bientraitance, maltraitance. Un professionnel n'a pas à se prononcer là-dessus, juste. Oui, c'est pour ça, d'où l'importance de des fois ramener un peu les valeurs institutionnelles autour d'une table, enfin, pour se dire, c'est vrai aussi, bon, que chacun a ses limites et que des personnes peuvent ne pas être à l'aise avec la sexualité là-bas et ne sont pas obligées de l'aborder, mais le respect de ce droit doit être là et doit être aussi, enfin, doit faire partie et être intégré au sein des réunions pluridisciplinaires, au sein de l'équipe, etc. Complètement. Et puis, encore une fois, c'est ce truc par rapport à cette question de performance. En institution, on va beaucoup avoir cette question de performance sur ce que je disais, sur la notion de performer le couple, ou performer le genre. Est-ce qu'on laisse, sans même aller sur la notion d'orientation, de sexualité vécue, mais juste déjà, moi, ce que je peux voir en institution sur est-ce qu'on laisse les personnes s'habiller juste comme elles veulent, oui, c'est vrai qu'il y a des fois, et vivre leur genre comme elles veulent. Juste ça, déjà, c'est incroyable ce qu'on peut voir. Il y a beaucoup un peu une infantilisation, un rôle très protecteur de la part des personnes qui les côtoient, qui les considèrent parfois comme des membres de la famille. Enfin, c'est vrai qu'il y a un peu de base cet équilibre entre l'empathie et la distance relationnelle qui devrait être maintenue et qui bascule d'un côté comme de l'autre parfois dans certaines situations. Ouais. C'est là que c'est vraiment important de pouvoir vraiment, en tant que professionnel, revenir sur ces questions-là régulièrement et pas se laisser embarquer, alors parfois par une microculture d'établissement ou par simplement
son habitude de pratique, mais vraiment se reposer ces questions d'éthique et de déontologie régulièrement, et encore une fois continuer à se former. Parce qu'à cet endroit-là, enfin, une fois qu'on a fait le constat qu'à cet endroit-là, on n'était pas assez solide dans notre formation initiale, on a quelque part le devoir de faire quelque chose par rapport à ça, et d'aller chercher plus de formation et plus de compétences. Merci Vincent. Merci pour cet échange, du coup. Merci beaucoup Rebecca pour ces questions. Par rapport à l'utilité des poupées sexuées, ça va être une utilité vraiment à la fois d'éducation à la sexualité, et puis par rapport au fait de libérer la parole, justement, le fait de pouvoir s'en servir, ou pour des personnes qui ont pas, qui verbalisent pas, ça peut être une manière d'exprimer des questionnements ou des actes ou des choses qui se passent. Alors, des supports comme Instagram pour les patients, tels que le compte Tajoui. Alors non, je suis assez large par rapport à mes patients. Enfin, je peux aussi bien proposer... Alors, bon, c'est vrai que j'aime bien les bouquins, mais je propose aussi des comptes Instagram, des podcasts souvent. C'est très, 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 très large, vraiment. Effectivement, là, il y a aussi le podcast, par exemple, si on pour parler de podcast, il y a Intime et politique, je trouve qu'il pose plein de très bonnes questions, et notamment par rapport aux soignants, sur le deuxième volet de la saison précédente d'Intime et politique, qui s'appelle de mémoire la politique des putes, et je vous invite vraiment à l'écouter, c'est passionnant. Et la question du consentement est-elle abordée? Bien sûr, tout le temps. La question du consentement est super importante, et c'est aussi important qu'on se la... Merci beaucoup pour cette question, Sam, parce que la question du consentement, alors, est abordée à tous les niveaux, au niveau de l'éducation à la vie affective et sexuelle, et c'est une question qu'on doit aborder, nous, avec nos patients aussi, notamment, je pense aux sages-femmes qui sont, et aux kinés qui sont là parmi nous ce soir. Enfin voilà, sages-femmes, kinés, ostéo, etc. Psychomotes, des personnes qui ont accès au corps des personnes. Enfin voilà, c'est important à la fois d'avoir conscience de la question du consentement au travail, et puis de pouvoir questionner le consentement dans la vie privée de la personne. Juste d'ouvrir la porte. L'idée, c'est pas de faire un questionnaire. L'idée, c'est pas de passer beaucoup de temps là-dessus. Mais c'est juste d'ouvrir la porte. C'est pas, on va pas tous se transformer en sexologue. Si c'est pas notre métier, voilà, on n'est pas sexo. Mais par contre, l'important, c'est d'ouvrir la porte. C'est vraiment ça qui est clé, en fait, pour décoincer cette situation de chien de faïence où personne n'ose aborder le sujet. C'est vraiment juste ouvrir. Et notamment par rapport à la question du consentement, et effectivement par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Florence, sur SVS, donc Stop aux violences sexuelles. C'est une association qui a fait un grand travail, notamment avec les sages-femmes, pour que la question des violences sexuelles puisse être abordée avec les deux partenaires, quel que soit leur genre d'ailleurs, parce qu'on se rend compte que le moment de la grossesse, de la périnatalité, c'est vraiment un moment clé pour pouvoir aborder la question des violences sexuelles. C'est pas le seul, mais c'est un moment assez clé. Donc ouais, effectivement, ça reste à discuter en équipe, tout ça. À commencer dès le plus jeune âge, carrément. Est-ce qu'il y a des formations de sexologues à conseiller? Des formations de sexologues à conseiller,
Là, il y a plusieurs questions à se poser, mais c'est comme pour toute formation en fait. C'est qu'est-ce qu'on veut que cette formation fasse pour nous? Qu'est-ce qu'on veut en faire nous après? Et pourquoi on s'y embarque? Et à partir de là, il y a plein d'orientations différentes. Alors effectivement, il y a en France, par exemple, je connais en tout cas je connais pas que le contexte français, mais c'est celui que je connais le moins mal. Ce que je trouve intéressant en tout cas par rapport aux formations, c'est par exemple la manière québécoise de faire, avec entre guillemets une vraie formation en sexologie, avec une possibilité de faire une licence de sexo, un master de sexo, un doctorat de sexo. Donc je trouve ça top. Le modèle français, c'est d'avoir une formation de sexo qui soit en plus d'une autre formation. Donc si vous avez un diplôme d'État, quel qu'il soit, vous avez la possibilité d'entrer dans le DIU de sexologie, donc le diplôme interuniversitaire. Et après, il y a d'autres écoles privées. Donc, il y a une école d'orientation gestaltiste, il y a des écoles humanistes, il y a des écoles psychanalytiques. Enfin, il y a plein de choses. Et je ne saurais vous en conseiller une plus qu'une autre. C'est vraiment au cas par cas en fonction de ce qu'on en cherche, quoi, de ce qu'on en veut. Je ne sais pas si c'est très français. À partir d'une certaine... Je peux rester longtemps, mais en fait, à partir d'une certaine heure, je vois que je passe dans un autre mode de communication. Je parle plus très bien. Merci Laetitia d'avoir rappelé. Alors, pareil, j'ai mis ton intervention dans la bibliographie, en fait. Donc, merci d'avoir mis le lien, c'est chouette. Mais effectivement, il sera donné à tout le monde dans le PDF. Les PDF peuvent parfois être déplacés vis-à-vis des soins qu'ils... Alors PDS, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je pense que c'est professionnel de santé. Ah, professionnel de santé, voilà, merci. Ouais. Merci. Moi, je connais les TDS. Mais... Oui, moi aussi, je pensais aux TDS. peuvent parfois être déplacés vis-à-vis des soins qu'ils apportent aux patients. Cela m'a quand même marqué. Je trouvais cela irrespectueux vis-à-vis du patient et de moi en tant que stagiaire. Personne ne disait rien car il y avait de la gêne. Ouais, carrément. Oui, cette question de l'intimité et de l'intimité pendant le soin et du respect de l'intimité du patient pendant le soin est vraiment importante. Et je dis intimité volontairement parce que l'intimité, c'est pas que la nudité ou la non-nudité de la personne. Ça inclut ça, mais pas que, ça peut aller beaucoup plus loin. Et il y a une partie subjective à l'intimité, à la compréhension de l'intimité. Et du coup, le fait de respecter et faire respecter l'intimité de la personne, ça demande à discuter avec la personne et à pas juste partir avec notre représentation que intimité égale nudité, par exemple, qui est une représentation assez largement partagée. Mais ça veut dire que, ok, ça prend du temps, mais il faut prendre ce temps de vérifier et de choisir ensemble l'adaptation qui convient. Par rapport à des gestes, effectivement, des contacts qui peuvent être considérés comme déplacés, des manières de faire. Le fait aussi qu'ils puissent, et parfois il y a aussi, parfois c'est fait sciemment. Tous les professionnels de santé, malheureusement, ne sont pas que bienveillants. Et donc, effectivement, c'est important aussi quand on est témoin de ça. Et je sais que c'est pas simple dans nos contextes institutionnels. Mais c'est important, là aussi, de pouvoir libérer la parole et de pouvoir mettre ça au travail. Et de ne pas rester tout seul avec. Je ne sais pas si c'est assez clair. Lucie, est-ce que vous pouvez me... Est-ce que ça répond à votre question? Enfin, d'ailleurs, c'était même pas vraiment une question, c'était une... Bonsoir. Bonsoir, merci. Merci beaucoup
pour toutes ces explications. C'est vrai que, en fait, cet exemple-là que j'ai cité, il me reste beaucoup en tête, Ouais. alors que ça pourrait être vraiment anodin, enfin, pas anodin, mais dans le sens, ça m'a marqué parce que tout le monde faisait comme si de rien n'était. Et moi, j'avais rien demandé, je voulais pas forcément voir les parties intimes de la personne et je trouvais ça vraiment gênant. Enfin, même pour la personne elle-même, elle savait qu'on voyait tout, mais enfin, vraiment, et je savais pas comment faire, que faire dans cette situation. Ouais. C'est vraiment compliqué. Ouais. Du coup, alors, merci beaucoup pour la question parce que du coup, ça me permet d'aborder. Je vois tout ce que j'ai pas abordé sur mes slides et je me dis ah mais quelle horreur. Mais il y a vraiment cette question qui est importante. Ça fait partie des représentations, mais c'est aussi le fait de pouvoir, en tant que professionnel de santé, se rendre compte de ses privilèges. Au sens militant du terme, hein. C'est vraiment de la même manière qu'il y a des privilèges dans un contexte sexiste, raciste, validiste, à être, pour rentrer dans le stéréotype, un homme blanc cisgenre hétéro, en bonne santé, par exemple. Et il y a en plus un privilège à être soignant. Et c'est important d'en avoir conscience. D'avoir conscience qu'à partir de cette posture-là, ça va être plus difficile pour le soigner, pardon, ou la soignée, de faire valoir ses droits. Ça va être plus difficile de dire non. Ça va être plus difficile de dire stop. Et tout à l'heure, on parlait de la question du consentement, et la question du consentement, elle est aussi importante dans le soin. On parle dans le cadre du soin de consentement libre et éclairé. Ouais, c'est à tout moment et ça veut dire qu'on va donner les moyens à la personne de nous donner un consentement libre et éclairé. Et que pour faire ça, on va partir vraiment, on va prendre soin de vérifier, voilà, là je suis en train de parler à partir d'une posture avec des privilèges, donc c'est important que vraiment je prenne le temps de gommer un petit peu ces privilèges, ou en tout cas de nourrir la relation avec le patient pour que cette personne puisse s'exprimer vraiment le plus librement possible. Et c'est d'autant plus important. Pardon. Pardon. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut mettre en place quand on est dans cette situation Est-ce qu'il faut dire quelque chose? Enfin, à qui on doit parler de ça? Alors ça dépend, mais effectivement, alors oui, il faut en parler, si c'est possible. Après, effectivement, il y a un privilège à la fois par rapport aux patients, mais là dans un contexte avec des stagiaires ou des internes ou des externes. Il y a aussi cette question de privilège par rapport aux étudiants. Et du coup, c'est important de pouvoir le poser. Alors c'est à vous de voir, est-ce que c'est plus simple en adressant la question aux patients? Est-ce que c'est OK pour vous là, ce qui est en train de se passer? Est-ce que vous êtes bien? De vérifier. En fait, le plus tôt c'est, le mieux c'est. Si on arrive à poser la question avant que l'acte soit posé, c'est encore mieux. Et puis malheureusement, des fois, ça se fait après l'acte. Et du coup, c'est quelque chose dont on peut parler en équipe. Mais effectivement, c'est important de pouvoir prendre en compte cette notion de privilège en plus de tous les autres privilèges. C'est vrai qu'on ne se sent pas légitime en tant que stagiaire de faire une remarque. Enfin, j'étais en première année quand c'est arrivé et du coup, on était en observation et je me sentais pas légitime de dire je trouve pas ça normal ce qui s'est passé. Alors que là, ça me reste encore. Ça fait 1 an que j'y pense encore. Ouais, je comprends, mais il y a vraiment, pareil, je vous invite à lire, il y a quelques papiers qui ont été faits par des jeunes médecins ou par des étudiants soignants sur la violence des études, dans le cadre de la violence des études dans le soin.
Et vraiment, le fait d'être confronté à cette violence d'actes posés par des seniors dans le métier, entre guillemets, sur des patients, c'est qu'il y a une espèce de perpétuation de la violence. Et c'est vraiment important de pouvoir déconstruire ça. Et le cas échéant, de se faire accompagner, de se faire aider, donc soit auprès d'associations étudiantes, soit auprès peut-être de professeurs, enfin voilà, auprès des pairs, auprès d'autres seniors éventuellement, et puis aussi au niveau personnel, ça j'en parlais, c'est vraiment l'importance à la fois de la thérapie pour soi en tant que soignant, c'est important de pouvoir faire le point, d'avoir un espace psychothérapeutique pour soi, pour prendre soin de soi, et puis d'un espace de supervision pour prendre soin de soi au travail, pour pouvoir justement avoir à la fois du soutien et des billes un petit peu plus proches avec des personnes du même métier. Parce que là, ce que je me permets de vous dire, c'est aussi c'est ce que je peux dire, moi, en tant que sexologue, je fais pas le même métier que vous, donc peut-être que dans votre... Enfin, voilà. Je peux avoir une facilité à dire ça, alors que dans votre contexte, ça serait pas si simple de me confronter aux privilèges des personnes qui m'enseignent. Une fois de plus, je suis ravie qu'on arrive à aborder ces sujets-là. Je suis toujours extrêmement heureuse que ça se passe bien. C'est-à-dire que j'ai toujours un peu des craintes. Je le dis à chaque fois, mais c'est tellement vrai que j'ai besoin de le redire encore. J'ai toujours un peu des craintes parce qu'évidemment, quand j'invite des personnes à parler de sujets qui peuvent être à haute valeur émotionnelle, on ne sait jamais trop comment ça peut se passer et je suis toujours super impressionnée de voir que ça se passe évidemment toujours bien. Mais en fait, c'est grâce à vous, participants et participantes, que ça se passe bien, parce qu'il y a une jolie relation de confiance qui se met en place, même si on ne se connaît pas. Et je tiens vraiment à vous remercier parce que ça permet qu'on puisse continuer à faire ce genre de séances de partage et de réflexions communes. Voilà. Et puis évidemment, un grand merci à Nadia pour ce temps ensemble et les réponses à toutes ces questions. Et je pense qu'on en aura d'autres, des temps. Je pense qu'on va continuer à travailler ensemble. Donc avec on se joie. réjouit de ça. À tout Très bonne bientôt. soirée.